1946, au pays de Souriata, ce sont dans les rendez-vous, rassemblement démocratique africain, voilà le LDA, sous le bord du grand Niger, avec foi, avec amour, l'Afrique fit appel à ses fils pour fonder le LDA. Rassemblement démocratique africain, voilà le LDA. Sous le sort de nos aïeux, sous la protection des cieux, le PDCI toujours vivra pour gagner tous nos combats. Rassemblement démocratique africain, voilà le LDA. Au pays tout éloigné, le PDCI vaincra. C'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Rassemblement démocratique africain, voilà le LDA. Bravo! Représentant le parrain de la cérémonie, M. Jano Wadio, président du Sénat, vice-président du PDCI, M. Adam Diroua, délégué général du PDCI, section Washington. M. Kwasi Arsène. Je veux donc saluer aussi mon frère Kwasi Arsène, qui est militant actif du PDCI. Nous avons commencé à militer ensemble depuis le collège, dans les années 73-74. Je voudrais aussi saluer la présence de Mme Brutus, qui a été aussi déléguée générale du PDCI. Elle a été militante active, elle a été de tous les combats. Et nous devrons ce soir pouvoir la saluer son militantisme. Monsieur et mesdames les membres du comité d'organisation, messieurs et mesdames les responsables des partis politiques, messieurs et mesdames les responsables d'associations, chefs religieux, distingués invités, camarades militants et militantes. C'est un honneur pour moi. Et je voudrais remercier cela du comité d'organisation de me donner l'occasion de pouvoir m'adresser succinctement à vous. Je ne voudrais pas faire une longue intervention étant donné que nous sommes pris par le temps. J'aurais voulu intervenir pendant au moins 2 heures ou 3 heures. Je vais donc me forcer de limiter mon intervention étant donné que je n'ai que 40 minutes. Et je voudrais donc, dans le temps qui m'est imparti, intervenir probablement pendant 10 minutes et puis éventuellement, s'il y a des questions, nous pourrions donc parcourir ces questions. Et je voudrais voir donc mon intervention comme le début d'une conversation. Le début d'une conversation sur les défis auxquels nous sommes confrontés, les défis auxquels les jeunes du PDCI sont confrontés et par ricochet l'ensemble des jeunes. Ce sont des défis extrêmement importants auxquels les jeunes sont confrontés, les jeunes, quelle que soit leur appartenance politique, et de façon plus générale l'ensemble des Ivoiriens.
votre frère Adam Biebois a fait déjà une incursion dans ce que j'entendais dire lorsqu'il a énuméré ses rêves. Alors, avant simplement de parler des défis, je voudrais très rapidement le joug colonial. C'est ainsi je crois en 1946, un certain nombre de planteurs qui se sentaient spoliés ont décidé de créer un syndicat qu'on a appelé le syndicat agricole africain. Et Houphouët-Boigny a été appelé pour donc présider ce syndicat. Et ce syndicat donc s'est transformé par la suite en parti politique. Et donc il s'est lancé dans la lutte pour l'indépendance. Et déjà à cette époque-là, chemin faisant, il y a eu d'autres partis politiques pour dire que déjà pendant la période coloniale, nous avons vécu dans un cadre multipartisan. Il y avait plusieurs partis, il y avait le PDCI et aussi il y avait le Parti progressiste. Et donc un peu avant l'indépendance, certains partis, et en particulier le Parti progressiste, ont décidé avec le PDCI de constituer un seul parti, et ceci dans le cas du PDCI. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à l'indépendance. On arrive donc à l'indépendance, il nous faut faire des choix. Jusqu'avant la colonisation, on n'avait que des tribus. On n'avait pas appris à vivre ensemble. On était sur le joug colonial, sur l'administration territoriale, sur l'administration coloniale. Maintenant, on dit, bon voilà, toutes ces tribus, Djoula, Obété, Abel, tout ça, bon voilà, vous vous retrouvez ensemble dans le cadre d'un territoire, vous êtes condamnés. Vous êtes condamnés à vivre ensemble maintenant. Alors, pour que nous puissions nous développer, que va-t-on faire? Puisque nous avons nos cultures, les Pétés ont leur culture, les Djoula ont leur culture, les autres ont leur culture, maintenant nous devons nous mettre ensemble. Alors, il fallait opérer des choix. Donc, nous avons opéré le choix. Sous la houlette du président Houphouët-Boigny, nous avons opéré le choix de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Parce que la cohésion nationale, l'unité nationale, c'est le préalable à tout développement. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et nous avons aussi opéré un autre choix, contrairement aux autres pays, comme le Sénégal, qui ont choisi la voie du socialisme, etc. Nous avons choisi plutôt la voie du libéralisme économique, fondé sur un genre de capitalisme d'État. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Les autres pays qui étaient des pays plus ou moins socialistes, communistes et les autres, disent nous allons choisir parce que nous sommes tous pauvres, alors il faut nous mettre ensemble pour créer la richesse. Alors à l'époque, Houphouët-Boigny dit, mais la seule chose qu'on peut partager, c'est la richesse, on ne peut pas partager la pauvreté. On est tous pauvres, que va-t-on partager? Donc il faut créer la richesse, parce que c'est la richesse que nous pouvons partager, non pas la pauvreté. Alors nous avons fait le choix du libéralisme économique. Et nous avons renforcé l'unité nationale. Et donc quand vous regardez les gouvernements successifs, de 60 à 80, des membres de l'opposition d'hier, pendant la période coloniale, ont fait partie des différents gouvernements. En cela, elle doit savoir notre tante ici, Tidiam Dem par exemple, et bien d'autres ont fait partie des différents gouvernements. Gris Camille et autres ont fait partie, ils étaient nombreux. Donc Houphouët-Boigny a voulu mettre l'accent sur la cohésion nationale, l'unité nationale. Et donc ces gouvernements-là aussi ont été teintés de géopolitique. On faisait en sorte que quand on forme le gouvernement, chaque région trouve au moins quelqu'un dans le gouvernement. Il dit, ah, nous sommes des rebelles, mais celui qui est là-bas, là, ça, là, il nous représente ici à moi. Tous les Yakouba, là, celui qui est dans le gouvernement, là, il nous représente. Donc, ils se sentent concernés par la chose. Quel a été le résultat? Entre 60, 70 et même 80, la Côte d'Ivoire a connu une ascension fulgurante sur le plan économique en raison de la stabilité politique. Pendant que dans les autres pays, c'était des coups d'État à répétition. Prenez le Ghana. C'était des coups d'État chaque 6 mois, chaque 7 mois.
Prenez le Burkina Faso, on a commencé avec un général, après ça a été un colonel, après ça a été un capitaine, après ça a été un commandant. La plupart des pères de l'indépendance avaient été renversés. Les deux seuls pays qui étaient stables, il y avait que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc les gens venaient des autres pays en Côte d'Ivoire s'installer. Donc pour dire que l'unité nationale est extrêmement importante, mais elle doit avoir ses fondements dans notre culture. Et comme vous vous rappelez à cette époque-là, puisqu'il y avait, je pourrais qualifier cette époque-là de démocratie consensuelle, puisqu'il n'y avait pas d'élection, c'était le parti unique. Donc les députés étaient nommés. On prenait un peu dans chaque parti par-là, dans l'opposition, etc. Il n'y avait que le seul PDCI. Donc c'était une sorte de démocratie consensuelle à l'intérieur du parti unique. Et donc on arrive en 80. Il y a un début de soif pour la démocratie. Les gens se disent, ah écoute, bon ça va, maintenant ça fait 10 ans, on est dans le parti unique, où les gens sont nommés, on a besoin quand même nous aussi de concourir et de partager nos idées. Et donc en 1980, le Congrès se tient, et donc on décide donc de faire une démocratie, je dirais compétitive, à l'interne, où tout le monde peut compétir, tout le monde peut courir pour des positions de députés, mais dans le cas du parti unique. Et tout ceci certainement dans un esprit de consolider l'unité nationale. Donc comme je l'ai dit, je vais aller très vite, parce qu'il y a l'étape de la colonisation, l'étape de 60 à 80, qui est une étape de démocratie consensuelle qui nous a permis de connaître des résultats extrêmement importants sur le plan économique. Et puis donc l'autre étape de 80 à 90, qui est une donc démocratie compétitive à l'interne. Et puis donc on arrive en 90, où on dit, écoute, on est trop fatigué d'être dans un parti. Alors nous voulons maintenant qu'il y ait plusieurs partis. Donc le vent de la démocratie il y a un vent de la démocratie qui a balayé l'ensemble des pays africains. La Côte d'Ivoire n'y a pas échappé. Et puis la crise économique est lente. Mais ce qu'il faut retenir, par rapport aux autres pays, en Côte d'Ivoire, on n'a pas eu besoin de conférence nationale. Vous avez vu au Togo, où il y a eu des affrontements, et dans bien d'autres pays, il y a eu des affrontements pour les conférences nationales. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de conférence nationale. Lorsqu'il y a eu cette volonté-là de se séparer, le président Faure a dit, bon, écoute, c'est vrai que nous avons vécu dans un cas de parti unique, mais la Constitution stipule que plusieurs partis peuvent se constituer. Nous sommes dans un cadre multipartisan, même si ce n'était pas dans les faits, mais c'était déjà contenu dans la Constitution. Et je me rappelle que le président Lansana Coulibaly me disait, le président Lansana Coulibaly qui était président de la Cour suprême, à l'époque, en 60, il était juge, substitut de juge. Et donc, il m'a dit, mon fils, Houphouët-Boigny, c'était un visionnaire. En 60, lorsque nous avons été convoqués pour rédiger la Constitution ivoirienne, dans la plupart des pays, si vous vous rappelez, les partis qui sont constitués dans les années 60 qui ont pris l'indépendance, c'était des partis États. Quand ils ont rédigé leur Constitution, ils ont indiqué que leurs partis étaient des partis États. Et donc, quand ils se sont retrouvés pour rédiger, il y en a qui ont proposé faire comme les autres. Et puis Houphouët-Boigny leur a dit non. Avant ça soit là, ce n'était pas le PDC qui était là. Ce n'était pas seul le PDC. Il y avait le parti, il y avait les autres. Et puis après on a dit bon, mettons bas la terre, mettons-nous ensemble. On a décidé de faire un mariage. Mais quand vous faites un mariage, il faut prévoir. Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Les conditions du divorce. Il faut déjà prévoir les conditions du divorce. Alors si vous n'avez pas choisi communauté de biens ou séparation de biens, vous n'avez pas choisi l'un des deux, et puis maintenant un jour vous décidez de divorcer, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des coups de poing sérieux. Et donc c'est comme ça que notre constitution a tenu compte de cela. En 90, quand on a décidé de se séparer, ça a été appliqué. On n'a pas eu besoin de conférence nationale.
Donc ça, ce sont des étapes extrêmement importantes. Après 90, donc on appelle la période de la transition du multipartisme du parti unique je dirais, au multipartisme. Cela ne s'est pas fait sans accroc. Et très rapidement, comme vous le savez, nous avons connu différentes crises. D'abord, à la mort du Fouet, il y avait donc une guerre de succession. Le président Bédié donc arrive, le dauphin constitutionnel donc arrive. On arrive ensuite par la suite à un coup d'État, les tensions s'exacerbent, deviennent difficiles, débouchant sur le coup d'État de 99, le coup d'État malheureux de 99. Et puis par la suite, c'est les élections. Les militaires qui arrivent, qui disent, ah nous, on est venus pour nettoyer la maison. On est venus pour nettoyer la maison. Mais l'appétit vient en mangeant. On décide de s'installer. Et puis bon voilà, vous connaissez la Suisse, il y a eu la rébellion, etc. Et on avait donc pensé que les élections seraient la solution, les élections 2010. Mais vous connaissez les résultats. 3000 morts. 3000 morts officiels. Il y a eu de nombreuses atrocités. De part et d'autre. On n'a pas reconnu les Ivoiriens. Alors que nous pensions à l'époque que la guerre c'était pour les autres, puisque c'est dans les autres pays qu'il y avait problème. On n'avait jamais vécu cette expérience. On dit l'expérience, qu'est-ce que c'est? C'est le meilleur conseil. Si je n'ai pas fait quelque chose là, vous allez me donner conseil. Je ne vais pas comprendre ce que j'ai vu cette expérience. Comme on dit, Donald Trump, il fait beaucoup de bruit, mais il n'a jamais eu fait. Parce que déjà quand il commençait, son papa lui a donné 1 million de dollars. Donc comment payer le loyer, comment aller faire 2 boulots, 3 boulots, il n'a pas connu. Donc l'expérience est le meilleur conseil. Et il faut moyen disait. Il le disait constamment. Il dit la vraie valeur du bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Fais en sorte de ne pas perdre. Et je ne voudrais pas revenir dessus, on connaît les conséquences. Mais comment est-on arrivé là? Alors que nous les Ivoiriens, à chaque fois qu'on voyageait, mais on était fiers d'être des Ivoiriens, ils étaient jaloux de nous. Je me rappelle, en 86-87, on était allé en Italie. Une délégation du MESI, on allait à la basilique. Et puis on était là, comme pour ceux qui sont déjà allés à la basilique, on était là dans la foule. Et puis le pape Jean-Paul II qui vient, qui passe. Et puis il dit, vous là, vous venez de où? On dit Côte d'Ivoire. Il dit Côte d'Ivoire. Le pape, il dit Côte d'Ivoire. On dit oui. Il appelle son secrétaire, il dit bon, demain vous les amenez à Castel Gandolfo, à ma résidence privée. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés avec le pape pendant 3 heures à Castel Gandolfo. Il nous a donné chacun, comment dirais-je, des chapelets. Nous étions fiers. Nous étions fiers d'être des Ivoiriens. Fiers d'être des Ivoiriens. Je peux vous le dire, tout à l'heure, elle a cité les différentes missions que nous avions faites. Quand j'étais en Corée, Kim Jong-il, le père de celui qui est là, m'a reçu. Il y avait plusieurs délégations. Mais j'ai dirigé la délégation. Les autres Africains qui étaient là. Au Japon, j'ai été reçu par Kaifu, le premier ministre japonais de l'époque. Donc on avait une grande considération pour les Ivoiriens. On était fiers, les autres étaient jaloux. Quand je suis venu ici en 93, j'avais été invité par le département d'État dans le programme des jeunes leaders africains. Des jeunes leaders africains, mais j'étais isolé. Parce que les autres Africains qui étaient jaloux ont constitué un groupe contre moi pendant tout le séjour de 3 mois. La seule personne qui était avec moi, c'était un petit des choses de Madagascar. Mais les autres ne me parlaient pas, c'était les professeurs titulaires au Togo, au Bénin, etc. Mais ils étaient jaloux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais comment est-on arrivé là? C'est la grande question que nous devons nous poser. Parce que simplement, nous avons perdu nos repères. Des repères de dialogue. À l'époque,
On considérait que le dialogue, c'était la religion, c'était la seconde religion. Je me rappelle encore, quand je suis allé au Burkina pour le congrès anti-apartheid, il fallait que les différents pays se prononcent sur leur position par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et comme vous savez, il faut qu'il y a toujours prôner le dialogue. Il dit, mais les pays, les blancs là, si vous prenez toute l'Afrique là, l'Afrique noire là, vous ne pouvez pas les battre là-bas. Il faut bien négocier avec eux. Et je vais au Burkina. On arrive au moment où les interviennent. Constituons-nous, continuez l'armée, on va battre les blancs, etc. Et les gens, dans tout cet agrupage, on attendait la position de la Côte d'Ivoire. Donc il y a des gens qui se font me dire, il ne faut pas intervenir, hein. Il ne faut pas intervenir dans cette situation. Je dis non, mais je suis là, je vais intervenir. J'arrive au podium, je commence à défendre la pose. Mais ça commence à m'insulter partout, impérialiste, colonialiste, etc. Et tout ça. Et puis, après quand je sors, il y a l'ambassadeur des États-Unis qui vient, qui dit, mon fils, monsieur, vraiment je vous remercie pour le courage de vos opinions. Et puis quelques responsables viennent, vraiment on vous félicite pour le travail pour chose. Et puis par la suite, je ne me sentais pas en sécurité. Et donc le lendemain, on devait quitter un samedi je dirais un samedi Et donc un mercredi, je fais mon intervention et donc je vais voir le lendemain, je dis bon, on va rapporter le voyage un peu parti un peu plus tôt. C'est comme si j'avais un sixième sens. Alors je rencontre Blaise Compaoré, qui était le ministre d'État à l'époque. Je lui dis, ah, monsieur le ministre, nous on est parti. Il dit, ben, pour hier là, vraiment, je t'admire pour le courage des opinions, mais tu sais, nous on n'est pas d'accord avec ta position. Nous on n'est pas d'accord. Je lui ai dit, ah, ben ça c'est votre position, nous c'est notre position. On préfère toujours négocier. Parce qu'il est plus facile de faire la guerre que la paix. Parce que quand la guerre là commence, c'est pas quand ça va finir. Pour preuve, on avait pensé que le petit marché de Côte d'Ivoire, ça durait plus de 10 ans. Voilà les conséquences aujourd'hui. Donc le dialogue, c'est l'âme de force, ce n'est pas l'âme des faibles. Donc ça, c'est notre position. Il dit, bon, d'accord. Il dit, bon, nous, on va partir. On quitte le jeudi. Et qu'est-ce qui se passe le second jour? Sankara est renversé. Nous, on a quitté le jeudi. Alors qu'on devait quitter samedi. Sankara est renversé le vendredi. Alors, je vous parle de tout ça pour dire que nous devons revenir, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous devons donc revenir à nos repères de dialogue. Et quand vous regardez même l'hymne national qui dit union, discipline, travail, c'est ce qui nous a fait. Union, discipline, travail. Donc nous devons revenir aux repères. Quand nous on était au ici, on avait pensé qu'on était des pays, oui. Ça c'était apparent. C'était apparent. Mais je dis, je ne veux pas me lancer des fleurs, voici et là. À chaque fois qu'il y avait des, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y avait des problèmes majeurs, où il faut convoquer l'arbre à parole qu'on appelait le Conseil national. Il n'y avait pas de sujet tabou. Vous pouvez venir, il faut voyer assis là, vous allez parler, tout ça est assis là. Pour preuve, vous vous rappelez, il y a un député, je crois, d'Azopé, comment on appelle, Adam Kabir, qui avait dit quelque chose. Oui. Et puis après, il dit, oh, c'est pas grave, je sais que la parole a dépassé ta pensée. C'est pas ce que tu voulais dire. Et moi, je me rappelle qu'au dernier Conseil national, en 80, je crois en 89, je voulais donc présenter la situation et qui a finalement trouvé une solution de nos frères qui étaient, à cause du probatoire, comme vous le savez, à cause du probatoire, de nombreux Ivoiriens se retrouvaient dans les pays environnants, dans des conditions extrêmement difficiles, au Burkina, au Bénin, au Ghana et partout. Extrêmement difficile, les filles se prostituaient pour juste manger parce que les parents les ont amenés et l'argent ne vient pas. Elles doivent survivre. Il y en a qui étaient au Burkina. Vous savez que la Libye, c'était le moment de Sankara. La Libye recrutait. On avait un réseau là-bas pour suivre. Ahmed Bakayoko était le président des Ivoiriens. Il suivait de très près le mouvement des gens. Il était tout le temps à Abidjan pour suivre le mouvement des gens au Burkina. Le même Ahmed Bakayoko était là.
D'ailleurs, il a été récompensé puisqu'il a été ministre de la Sécurité intérieure, mais aujourd'hui ministre de la Défense. Et donc, j'ai présenté au président, après mes investigations, j'ai présenté au président des statistiques précises des étudiants qui étaient au Burkina, au Bénin, etc. Quand le président a vu ça, quand il m'a convoqué après le conseil national, il a vu ça. Il dit, mais ça c'est vrai. Il dit, où sont tes enfants qui sont là-bas? Et c'est comme ça qu'on a mis fin au probatoire. Donc, le dialogue, par le dialogue, on arrive toujours, c'est tellement que ça prend du temps, mais on arrive toujours à des solutions. Donc, je vais très rapidement wrap-up. Et il y a quelque chose encore que je voudrais vous faire remarquer. Pendant qu'on était là, peut-être certainement Molière, Kwasi et autres peuvent confirmer. Mais pendant que Nelson Mandela était en prison, pendant que les gens parlaient d'armes, mais je vous le dis, et De Klerk était en ce moment président, mais le ministre des Affaires sud-africain était constamment à Abidjan. Il venait la nuit, tard dans la nuit. Le président sud-africain, De Klerk communiquait avec le président Houphouët-Boigny sur les conditions de libération de Nelson Mandela. Il était constamment là. Et si vous vous rappelez, dans cette période autour de 89-90, le président De Klerk a fait une visite officielle en Côte d'Ivoire. C'est le seul pays africain qu'il a invité. C'est le seul pays africain qu'il a invité. Donc, nous avons engagé le dialogue président. Donc le dialogue, ça paye toujours. La négociation paye toujours. Le travail paye. Lui, il a dit, quand on regarde le tableau aujourd'hui, c'est pitoyable. Les conséquences de la guerre. Combien d'Ivoiriens qui sont aujourd'hui en exil? Il y a eu une sorte d'exil massif d'Ivoiriens dans les autres pays qui tardent encore à revenir. Le problème de l'emploi, c'est un problème majeur. Ça, c'est les défis auxquels nous sommes confrontés. Quand quelqu'un n'a pas envie de voir la famille, il n'a pas d'oreille. Et il faut le dire. Celui qui a faim n'est pas un homme libre, car il ne peut se lever au-dessus des contingences matérielles et immédiates pour se comporter en être pensant. Ça, c'est très profond. Quand tu as fait là, tu es prêt à tout faire pour survivre. Alors, ça, c'est des défis. Regardez nos frères qui vont en Libye. Quand vous voyez nos soeurs qui vont avec leurs enfants de 2 ans, même 1 an, qui vont traverser la mer, au lieu de les laisser là-bas, puis quand je vais traverser la mer, je vais les faire venir, et puis on s'en va. Elles sont désespérées. Si on meurt tous ensemble. Donc, ce sont des défis importants auxquels nous devons passer. Mais pour que nous puissions justement confronter ces défis, pour qu'on puisse confronter ces défis, nous devons revenir aux valeurs qui ont fondé la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on revienne à cela. Il faut qu'on revienne à cela. Alors, c'est donc une sorte d'invitation. C'est une façon de vous interpeller pour que d'une façon ou d'une autre nous puissions contribuer. Que ce soit dans le cas des partis politiques, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit, il faut qu'on participe au processus politique. Il faut qu'on participe. Et donc, il faut qu'on participe. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas rester actifs. Vous ne pouvez pas rester silencieux. Martin Luther King même l'a dit. Il dit, vous allez commencer à mourir. Votre mort va commencer lorsque vous allez commencer à devenir silencieux devant des choses qui importent, qui vous importent. Lorsque vous allez commencer à devenir silencieux devant des choses qui vous importent. Alors ne restez pas silencieux, parce que c'est des choses qui vous importent, qui sont importantes pour votre vie. Donc participez d'une façon ou d'une autre au processus politique. Donc moi je pense que nous avons de nombreux défis, mais les 3 grands défis que nous avons, parce que nous avons bien vécu, après on a descendu, on est rentré dans le trou, on essaie de ressortir. Donc le défi de la réconciliation nationale, c'est important. Ça, c'est le premier. Le défi de l'emploi et le défi de la démocratie. On dit que la Côte d'Ivoire est un géant économique, mais un nain démocratique. Donc, c'est un défi pour nous. On doit être premier sur tous les plans.
On doit être premier sur tous les plans. Et ce que j'ai remarqué, les Ivoiriens, vous devez peut-être, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand on dit qu'on est dernier dans quelque chose, on finit par devenir premier. On dit qu'on ne connaissait pas jouer, on ne savait pas jouer au ballon. À l'époque, quand même on avait été battu, il faut dire pour plaisanter, c'est des éléphantons. On est arrivé en Coupe du Monde. Partout où on est dernier, quand on se met, on devient premier. On dit qu'on a fait des broutages, on ne connaissait pas, on est devenu expert en broutage, on a dépassé tout le pays. On a dépassé tout le autres pays. Donc, on peut devenir premier. La Côte d'Ivoire est vouée à être un leader. Il faut vous mettre ça dans la tête. Il faut voir, il y a toujours voulu faire de la Côte d'Ivoire les petits États-Unis d'Afrique. Regardez le plateau. Ça vous rappelle quoi? Manhattan. New York. Yamoussoukro, Washington. Vous regardez, c'est Washington. Il a ouvert le pays, tout le monde peut venir. Quand quelqu'un qui son pays pour venir construire chez toi, là, le jour où il s'en va pas dans son bâtiment, il laisse son pays pour venir construire chez toi. Nous, on a quitté là-bas, on est venu travailler ici. Là. Qu'est-ce qu'on fait? On est ici. On travaille pour les Américains, on a été même boursier. La Côte d'Ivoire a payé pour nous, mais on n'est pas resté, on est resté ici. Et donc, on a formé les gens venir travailler pour nous ici. Donc, il faut vous mettre à l'esprit que nous sommes la Côte d'Ivoire va être toujours dans le pédalon de tête, mais nous devons faire en sorte de maintenir cet élan. Mais nous ne pouvons le faire que si nous nous parlons. Que si nous nous parlons. Que si nous nous parlons. Que nous faisons la religion du dialogue, la négociation. Que nous nous mettions au travail. Dans la discipline, le respect des aînés, le respect des institutions. Et que nous poussions loin de nous la facilité. Loin de nous la facilité. Je me rappelle que j'ai accompagné une fois ma fille qui faisait le baccalauréat du baccalauréat à Yopougon. J'étais assis dans un maquis là, j'ai dit bon j'attends. Et puis elle revient, elle dit papa, on me demande, je dois donner 30 000 francs. Il dit mais 30 000 francs pourquoi? Elle dit le professeur dit, quand je suis arrivé, il m'a demandé, tu es Chelsea ou bien tu es Manchester City? Je dis ça veut dire quoi? Elle dit Chelsea là, ça veut dire que c'est 14. Je te donne 14. Si tu me donnes 30 000 francs, ça c'est Chelsea. Je te donne 14, il n'y a pas, je te pose quelques petites questions, tu t'en vas. Si tu te manges ici, c'est 10, donc ça fait 15 000 francs. Je dis, mais comment je vais faire ça? Elle dit, papa, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dans 60 000, dans 60 alors. Voilà la situation dans laquelle on est. Voilà la situation. On est tous complices. Donc, c'était une interpellation. Je ne voudrais pas être davantage long. Je voulais simplement vous interpeller, faire un peu d'historique, dire ce qui a été la Côte d'Ivoire, ce qui a été la philosophie des pouvoirs de l'époque, enfin du PDCI à l'époque, de 60, pendant la colonisation de 60 jusqu'en 90, et puis après comment nous sommes rentrés dans la vague. Et pour ressortir de la vague, que doit-on faire pour ressortir de la vague si nous ne voulons pas encore revenir dans la vague? Parce qu'on le dit aujourd'hui, plus jamais ça. Ça c'est la bouche. On le dit, plus jamais ça. Mais ça ne s'agit pas dans le comportement. Vous m'excusez si encore je cite, il dit la paix là, c'est un comportement, mais ce n'est pas un mot. Alors, si nous devons sortir de la vague de façon durable, alors nous devons revenir à ce valeur-là. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre aimable attention.